On va tout de suite regarder ce que ça donne dans un extrait, parce que c'est assez amusant. Donc l'extrait est directement issu du film Vilaine. Je vous laisse regarder. Épreuve numéro 1, maman. Oh, j'étais en train de faire le luce quand j'ai eu un petit malaise. Oh. Oui, eh ben, il va falloir que ça cesse, tous ces petits malaises. Il va falloir que tu apprennes à te débrouiller toute seule. Je ne serai pas toujours là pour t'aider, maman. Et pourquoi? Parce que... Ah, bravo. Bravo. Ta mère est malade, alitée. Et toi, tu t'en fous, belle mentalité, hein? Eh ben, il se trouve que moi aussi, je suis malade. Toi, malade? Mais toi, t'es jamais malade. Même les virus veulent pas de toi. La seule maladie que t'as jamais eue, c'était des poux. Et encore, c'est ta cousine Aurore qui te les avait collés dans ton bonnet, rappelle-toi. Oui, eh ben, désolée de te décevoir, mais les médecins sont formels. Il faut que je me repose. Mais qu'est-ce que t'as? Le palu. Foudroyant. T'as jamais voyagé? Eh ben, il faut croire que c'est le moustique qui a fait le voyage. Attends, c'est horrible. C'est monstrueux. Mais comment tu peux me faire ça? Qu'est-ce que je vais devenir, moi? Qu'est-ce que je vais devenir? Tu vas me le dire? Vieille, seule, pauvre, sourde, incontinente et morte. Vous voyez que là, on retrouve bien l'explosion qui finalement ne résout rien. On ne sait pas exactement ce dont les deux protagonistes ont besoin. Manifestement, ils essayent d'exprimer quelque chose, mais ils passent par des transactions sociales qui ne correspondent pas à ce qui se passe à l'intérieur d'elles-mêmes. Et donc, on va pouvoir, du coup, qualifier la relation toxique. C'est d'abord des transactions qui se répètent à l'envi. Alors, il suffit que vous soyez parti avec votre famille, ou plutôt votre belle famille, que vous soyez parti même entre amis que vous connaissez bien, en vacances, et puis tout d'un coup, eh bien, on remarque que c'est toujours les mêmes transactions. Il est apéro moins le quart. On commence et on va débiner les autres, etc. Puis à la fin de la soirée, on rentre chez soi et on dit à son conjoint « plus jamais ça ». Et le lendemain, il est à nouveau apéro moins le quart. Et donc, on se retrouve et on recommence toujours ces mêmes transactions. Le deuxième point qui va être assez intéressant, c'est qu'elles se produisent hors du champ de notre conscience claire. C'est-à-dire, vous voyez bien les deux personnages, ici, affirment des choses, mais qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur? On ne sait pas vraiment. Est-ce qu'elles sont vraiment conscientes de ce qui se passe à l'intérieur d'elles-mêmes? Ce n'est pas évident. En tout cas, l'une et l'autre essayent d'exprimer un besoin avec... Je ne peux satisfaire ce besoin que si tu me donnes un coup de main. Soit en t'occupant de ta vieille mère ou de ta mère avant qu'elle ne devienne vieille, soit en « maman, fous-moi la paix ». Mais c'est comme s'il était impossible d'être proche de soi et de dire quel est son vrai besoin. Le troisième point, c'est que ces relations ou ces transactions vont générer ce qu'on appelle des émotions ou des sentiments parasite. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sentiment parasite? C'est une émotion qui est authentiquement ressentie, mais qui ne correspond pas à l'émotion profonde. Alors, je vais vous donner un exemple, parce que sinon, ce n'est pas très simple à comprendre. Dans ma famille, on n'avait pas le droit d'être triste. Je suis né dans une famille extrêmement engagée chrétiennement, et du coup, on devait tous avoir des gueules de ressuscité. À 7 heures du matin, quand vous vous levez et que vous êtes gamin, ce n'est pas forcément la gueule de ressuscité qui vient spontanément sur votre visage. Comme ma mère était maniaco-dépressive et que mon père était militaire, je dis souvent pour me présenter que tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir une mère maniaco-dépressive et un père militaire, eh bien, si vous voulez, la notion de tristesse, la notion de vague à l'âme, c'était quand même quelque chose qui était assez prégnant. Notamment dans la phase dépressive de la psychose maniaco-dépressive ou la bipolarité, comme on l'appelle maintenant. Et puis, il y avait des périodes maniaques avec une hyper-activité. Toujours est-il que la notion même de tristesse ou de vague à l'âme, on luttait contre en disant « être chrétien, c'est avoir
une gueule de ressuscité. Et donc chaque fois qu'on est déprimé ou chaque fois qu'on est triste, on va remplacer cette émotion vraie par une émotion de remplacement, c'est ce qu'on va appeler une émotion parasite. En anglais, ça s'appelle une émotion racket, comme si vous faisiez racketter, c'est-à-dire la vraie émotion se fait racketter et est remplacée par une émotion qui, vous la ressentez vraiment, mais ne correspond pas véritablement à l'expression de votre besoin. Je vous rappelle qu'un besoin va générer une émotion. Si on traite l'émotion, en partie ce besoin va pouvoir être satisfait. Et donc, on remplaçait la tristesse par une sensation de fatigue. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est fatigué et que c'est une émotion vraie ? Eh bien, on va se reposer. On fait la sieste et puis après, 22 la belle frégate, on se sent vachement bien et c'est fini. Sauf que si vous allez vous reposer alors que votre émotion vraie, c'est effectivement la tristesse, eh bien, vous savez quoi ? Vous êtes encore fatigué puisque l'émotion de remplacement, c'est la fatigue et que vous n'avez pas traité votre tristesse. Vous voyez ? Et donc, en fait, les relations toxiques, et c'est ça qui est très, très important, c'est qu'elles génèrent des émotions ou des sentiments parasites. Et à quoi vous différenciez l'émotion parasite de l'émotion vraie ? Lorsque vous exprimez une émotion vraie, elle se dissout. Et une émotion à dissous, c'est pas cher. Non, c'était pas le même film, c'était juste pour voir si vous étiez encore là. Et donc, à partir du moment où vous exprimez une véritable émotion, votre émotion vraie, à partir de ce moment-là, elle se dissout. C'est-à-dire que quand vous êtes vraiment en colère et que c'est votre émotion vraie, eh bien, exprimer sa colère va la faire disparaître, au moins en partie. Par contre, si vous exprimez votre colère comme étant le reflet d'une émotion parasite, plus vous exprimez votre colère, plus vous allez devoir exprimer votre colère. Autrement dit, ça ne sert à rien. Ça l'exacerbe. Ça, c'est très, très important, comme distinguo. Ça, déjà, c'est très important. Quand vous dites, mais alors, qu'est-ce que tu ressens ? Et que la personne vous balance à la figure, finalement, l'émotion, et que même après cette expression, l'émotion est toujours intacte, vous êtes à peu près certain que vous êtes en face d'une émotion parasite chez la personne. C'est quand même un point de repère facile. Et vous savez quoi ? C'est un point de repère facile pour regarder les autres, mais c'est un point de repère facile pour se regarder soi. Vous voyez ? Alors moi, je vais vous dire quelles sont mes émotions fétiches, parasites, la colère frustrée. Je suis toujours en colère frustrée. Et quand j'exprime ma colère, j'augmente ma frustration. Étant très frustré, je vais nourrir ma colère. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez, troisième caractéristique de ces relations toxiques, c'est qu'elles génèrent des sentiments parasites, on va dire non authentiques. Ce qui ne veut pas dire que vous ne les ressentez pas, vous les ressentez vraiment. Mais elles ne correspondent pas à l'expression de votre besoin. Autrement dit, elle n'est pas la résultante ou ce que vous éprouvez du fait de votre besoin. Et donc, du coup, vous cherchez vos clés là où vous ne les avez pas perdues.